Il y avait 2 petites filles, mais elles avaient 4 et 8 ans. Et du coup, la plus petite me regarde, pas méchamment, mais voilà, comme un enfant qui a jamais vu ça, quoi. Et sa sœur, qui était à peine plus grande, genre, elle lui a fait non, ça se fait pas, genre, viens. Alors que moi, en France, c'est des adultes de 30 ans qui me pointent du doigt, qui font ouais, t'as vu et tout. Et regarde. Nélia, 17 ans, a été amputée de sa jambe droite il y a 5 ans suite à un accident de la route. Suivie par près d'1 million d'abonnés sur TikTok et plus de 100 000 personnes sur Instagram, elle est un vrai modèle de résilience. Comment vivre sa féminité après avoir été amputée ? Je suis Malika Ménard et vous écoutez Fuck les complexes, un podcast dans lequel les femmes parlent de l'acceptation physique de soi. Alors tu dis que ta vraie naissance, ce n'est pas le jour où t'es venue au monde, mais le jour où on t'a amputée. Ça veut dire que tu t'es construite autour de cet événement ? C'est ça, parce qu'en fait, j'ai eu la chance, je me dis que ça me soit arrivé jeune. Du coup, j'ai pu un peu reprendre ma vie à partir de zéro. Et vu que j'ai gardé ma jambe 9 mois avant mon amputation, ça m'a un peu permis de contextualiser la chose et de donner une espèce de métaphore, tu vois, qui m'a aidée. Donc, je considère un peu que toute ma vie avant, c'est comme une fausse couche. Que vraiment, mon accident, tu vois, c'était un peu l'accouplement. J'ai fait 3 jours de coma, donc 3 jours comme la fécondation, et puis 9 mois avec ma jambe, et puis vraiment l'amputation, tu vois, comme un accouchement. Et t'avais 11 ans ? Ouais. Ton histoire, tu l'as racontée, tu l'as partagée sur les réseaux sociaux, ta convalescence, ta rééducation. Mais pour ceux qui nous écoutent là dans le podcast, est-ce qu'on peut revenir un peu rapidement sur ce qui t'est arrivé ? C'est vrai que sans trop le vouloir, j'ai un peu... ma vie, c'est un petit peu fondu dans les réseaux sociaux. Donc, en vrai, en novembre 2016, j'ai eu un accident de la route et suite à ça, j'ai fait 3 jours de coma, une expérience de mort imminente. J'ai été. C'est quoi une expérience de mort ? Une expérience de mort imminente, c'est un état de conscience second qui fait que tu sors de ton corps suite à un événement grave. Donc ça peut être un viol, un attentat, un accident, quelque chose comme ça, une crise cardiaque aussi, ça arrive beaucoup. Et donc t'as plus la conscience de ton corps, t'as plus la sensation de ton corps. Et en fait, c'est que ton âme qui s'extirpe en fait comme pour se protéger. Tu dis que t'as écrit pour dire au revoir à ta jambe. Ouais. Tu lui as écrit des lettres ? Ouais, parce que en fait, pour moi, j'avais besoin de l'humaniser. Je sais souvent ce qu'on va dire avec un proche qu'on perd, que ça fait du bien d'écrire des lettres, etc. Et vu que, en fait, moi, ce que j'ai perdu, c'est quand même moi-même. J'ai perdu, au-delà d'une partie de moi-même, j'ai perdu quand même ce que j'étais, vu que j'ai dû me réinitialiser en quelque sorte. Et pour moi, c'était important de laisser ça derrière, mais en même temps de parler à ce qui était une partie de ma vie, un aspect de ma vie. Et voilà, comme de l'humaniser en fait pour pouvoir faire un deuil, parce que c'est quand même un deuil aussi. Après, c'est une nouvelle vie, donc du coup, on redémarre. On te remet assez rapidement à l'école. À l'école. Et là, comment ça se passe ? Mal. C'est-à-dire que j'avais toujours, déjà auparavant, traîné un parcours scolaire très compliqué avec la précocité intellectuelle, tout ça, les phobies scolaires, les différences avec les autres élèves. Ouais. J'ai du mal avec ces mots parce que tu vois, pour moi, j'ai pas de talent, j'ai pas de surdoué. J'ai toujours cherché doué dans quoi finalement. Mais après, c'est plus la manière de réfléchir que d'exceller dans quelque chose en particulier. Mais ça t'a pas aidé justement ça à appréhender ce qui était en train de t'arriver ? Du coup, on va dire que ça m'a aidé. Je pense que vu que j'ai grandi plus vite aussi, cette précocité m'a aidée. Mais on va dire que scolairement, c'était encore plus un frein parce que la scolarité, c'est quand même quelque chose de très universel, qui est censé correspondre à des centaines d'élèves. Et finalement, en fait, moi, me retrouver sur une chaise pendant 7 heures, psychologiquement comme physiquement, c'était impossible. Ouais, t'y arrives pas. Ouais. Ils n'avaient pas adapté les choses. Ouais, c'est ça. Ils me donnaient pas les clés de l'ascenseur, tout ça. Je devais aller en cours de sport, alors que vraiment, je marchais depuis un mois, donc je marchais 15 minutes, quoi. Après, au bout de 15 minutes, j'étais essoufflée, j'étais en surpoids, donc voilà, j'ai arrêté. Parce qu'au bout de combien de temps t'as retrouvé une marche normale ? 1 an à peu près. Okay. Tu parles de ce surpoids, t'en parles beaucoup même aujourd'hui sur les réseaux. Parce que comme tu t'es retrouvée hospitalisée pendant 9 mois, voire plus, tu pouvais pas bouger, ton corps ne fonctionne pas, et donc t'as pris beaucoup de poids, 25 kilos, tu disais ? À peu près 25 kilos entre la malbouffe, j'assume, parce qu'en même temps, à l'hôpital, c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Oui, puis il reste plus grand chose en fait, c'est un plaisir quand même. Donc, c'est ça, c'était un petit peu le seul plaisir de la vie, quoi, qui demandait encore pas trop d'efforts. Donc voilà, ma mère me ramenait un peu tout et n'importe quoi, mais bon, dans ces périodes-là, il faut. Et puis les médicaments, et puis le fait de pas bouger.
Et tout ça a fait que juste après mon amputation, lorsque j'ai eu beaucoup de calmants, beaucoup de médicaments qui me faisaient grossir. Mais là, on voit pas quelqu'un en surpoids. Oui, non, maintenant ça va, mais c'est vrai que on a toujours peur, on se dit... mais c'est quelque chose qui te lâche pas quand même, c'est quand même quelque chose qui te tracasse au quotidien. C'est pas obsessionnel, mais par exemple, je sais qu'aujourd'hui, je mange super bien, mais même limite trop bien, c'est-à-dire que, voilà, quand... on va me proposer de commander McDo, Burger King, non, je vais me faire des épinards, quoi. Et moi, ça me dérange pas. Parce que je pense qu'aussi, j'ai tellement été dans la malbouffe pendant longtemps que je pense que mon corps et tout a dit stop. Donc, tout ce qui est beignet, tout ça, ça passe plus, en fait. T'as jamais des petits plaisirs coupables, alors? Un peu, mais petits. Genre, je vais pas manger, je sais pas, ces grosses gaufres là, pleines de chocolat ça, et tout. J'arrive pas à les finir. Je pense que c'est mon cerveau qui a des stops aussi. Donc, je sais pas si c'est totalement conscient ou si c'est un petit peu, tu vois, une certaine distance, mais voilà, je me prive pas, mais en même temps, c'est vrai que je suis très vite calée aussi. Je pense que c'est un peu le sentiment de société rapidement. Oui, ouais. Parce que tu t'es habitué. Ouais, mais on peut vite se réhabituer dans l'autre sens. Oui, sûrement. Et là, t'as encore des opérations? Non, là, j'ai terminé ma dernière opération, je l'ai faite il y a 1 mois. Donc, encore une opération de chirurgie réparatrice. Ils m'ont tout simplement fait des injections de graisse, donc de ma propre graisse, et pour tout simplement redonner une forme, une symétrie que j'avais perdue, mais finalement dont je me rendais pas compte à cause du fauteuil, et puis surtout à cause du fait que je me regardais pas, parce que pour moi, au début, c'était pas moi. C'était pas mon corps, on va dire, parce qu'en plus, j'avais été formée très tôt, j'avais fait une puberté précoce, donc j'étais, entre guillemets, bien. Et du coup, recommencer à zéro, ça a été très compliqué, mais finalement, j'ai accepté que tout ça allait être fait, en fait, que voilà, si je devais accepter mon histoire qui était semée d'embûches, il fallait forcément accepter que mon corps suive et que mon corps, lui aussi, ait des séquelles et lui aussi ait des cicatrices. Donc ça, c'est là, maintenant... Donc, normalement, c'est bon. Après, je sais que sûrement à l'avenir, il y aura peut-être des petites retouches, du laser. Peut-être, je sais pas, d'ici 10 ans, comment ça évolue. Peut-être que je mettrai une prothèse. Mais c'est vrai que, voilà, pour l'instant, on va dire... je pense que j'ai fait un peu les choses dans l'ordre. Je voulais pas, on va dire, trop précipiter les choses. Et puis, c'est vrai que dans la chirurgie réparatrice... je pourrais aller tellement loin, je pourrais vouloir refaire et cacher la moindre chose. Par exemple, j'ai du coup une cicatrice là, sur le bras qui est assez grande. Ça, c'est la période des 9 mois où tu as encore ta jambe, où ils te font des greffes pour essayer de la maintenir. Du coup, ça, c'est le muscle qu'on a pris dans mon bras pour le mettre dans ma jambe. Parce qu'en fait, sur les 3 artères, je n'avais plus qu'une seule qui était viable. Et du coup, cette cicatrice, malgré tout, je l'aime parce que même si elle est grande et que voilà, elle est un peu boursouflée, je la vois vraiment comme les mois que j'ai passés avec ma jambe, comme tout ce combat. Alors que on va dire que voilà, mes autres cicatrices déjà, au-delà d'être on va dire très flagrante lorsque je m'habillais, etc., que j'y avais vraiment des trous, des asymétries vraiment flagrante, c'était aussi voilà le fait d'être assise pendant très longtemps, d'être allongée pendant très longtemps. Ça me ramenait pas, on va dire, spécialement à de très belles choses. Et puis finalement, je pense que toutes les cicatrices, certes, ont une histoire, mais c'est pas pour autant que l'histoire est belle, qu'on a forcément envie de l'accepter. Et voilà, ça rejoint aussi un peu ma vision de l'acceptation. Donc s'accepter, c'est un travail, mais il y a des choses qui mettent du temps, et puis c'est pas obligé, quoi. Je voulais pas accepter... On n'est pas obligé de tout accepter. C'est ça, on n'est pas obligé d'accepter de souffrir, d'accepter des cicatrices qui nous causent du tort. Ton quotidien, c'est quoi? Mon quotidien, c'est quoi? C'est beaucoup d'allers-retours sur Paris pour les réseaux sociaux, pour plein de choses, parce que finalement, en fait, moi, les réseaux sociaux, ça a commencé un petit peu malgré moi. C'est-à-dire que je postais des photos un peu banalement... de moi en rééducation, sur mon Insta perso qui avait 800 abonnés, quoi. Et puis un jour un partage, et puis un jour un autre partage, et puis t'es devenue influenceuse malgré toi. C'est ça. Et puis un jour j'ai juste fait un TikTok qui a fait 13 millions de vues, mais c'était une vidéo bête avec ma prothèse, et vraiment c'est comme ça, l'algorithme TikTok, à quel point ça peut être fou, ça peut aller vite. Voilà, la vidéo elle a fait 13 millions. C'était en quelle année ça? Ça c'était juste avant mon opération, c'était début 2019. Ok. Et là, ça a commencé à exploser. C'est ça. Et puis après,
Du coup, j'ai posté cette vidéo juste avant ma première opération du coup réparatrice. Je me suis réveillée avec 100 000 abonnés, donc au début je pensais que c'était la morphine qui me jouait un tour. Tu l'as relaissé, tu l'as repris. Et il y avait encore plus de monde, donc voilà. Ensuite, d'autres interventions médiatiques qui m'ont aidée, et puis voilà, c'est-à-dire que finalement je me suis jamais dit je vais sur les réseaux sociaux pour raconter ma vie, pour exprimer quelque chose. C'est un peu venu à moi, donc c'est là que je dis aussi que les gens ils m'ont sauvé clairement, parce que d'un côté ce qui m'a aidé, c'est que grâce au réseau, lorsque j'étais déscolarisée, certes j'avais essayé de reprendre avec on va dire des cours à domicile, plein de choses, mais c'est très compliqué, t'es livré à toi-même. Donc les réseaux sociaux m'ont permis aussi d'avoir une activité, de pas être oisive et de m'ouvrir une porte professionnelle tout simplement. Mais est-ce que tu as eu une petite période où... Parce que là, on voit une forme de résilience, mais est-ce qu'il y a une période où t'avais quand même envie de tout envoyer valser, t'étais déprimée, Enfin, c'est comment on arrive à ne pas tomber dans une spirale négative si jeune? En fait, je pense que j'ai réussi à ne pas tomber dans une spirale négative, dans le sens où, pour moi, j'ai vite réussi en fait à me dire que c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que autant la souffrance, etc. Mais pour moi, la souffrance, c'est pas à diaboliser. C'est-à-dire que la souffrance, elle est là dans tous les cas. Elle est là tout au long de notre vie. Donc finalement, est-ce qu'on prend ça comme une tare et comme vraiment des bâtons dans les roues, ou est-ce qu'on prend ça aussi comme un tremplin? Donc voilà, mon but, c'est pas d'idéaliser la souffrance, mais vu que dans tous les cas, maintenant, elle était là, qu'est-ce que j'allais en faire? Et vu qu'avant mon accident, justement, de par mon parcours scolaire, de par un petit peu toutes ces choses, ma précocité qui était enfouie en moi, sur lesquelles j'arrivais plus à mettre de mots, qui m'ont fait me renfermer. Tu t'es redécouverte en fait. Ouais, c'est ça, de me dire que vraiment je suis née à partir de ce moment-là, donc j'étais déjà sur Terre, mais là du coup j'ai su pourquoi. Je suis arrivée un peu moi-même à la vie, parce que finalement, on va dire, je vivais, mais j'existais pas en tant que telle. Tu parles justement d'existentialisme, ça j'ai vu sur... Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? L'existentialisme, c'est un peu... déjà, c'est une philosophie de vie qui dicte un peu que tout ce que tu vas vivre dans ta vie est rythmé en fait par des choix totalement, on va dire, conscients et volontaires de ta part. Donc voilà, l'existentialisme, c'est par exemple ne pas se lever tous les matins en tirant la gueule parce que tu vas devoir faire ton 35 heures avec ton patron que tu détestes. Et en fait, moi, c'est aussi des choses qui me font très peur, parce que finalement, lorsque j'ai été dans un parcours très, très anarchique, aussi très, très libre, où finalement je faisais un petit peu ce que je voulais, parce que même si j'avais essayé de reprendre les cours, même les cours à l'hôpital, je pense que même mon corps, mon cerveau m'ont dit stop en fait. Mais d'un côté, c'était plutôt quelque chose qui me rassurait et qui me dit que maintenant que je suis là, j'ai envie de vivre les choses dans l'ordre, on va dire. J'ai envie de rentabiliser ma vie, donc la vivre comme je l'entends, même si ça serait pas toujours facile. Et toi, j'avais vu que tu faisais des dessins dessus, ou il y a un truc avec Jul. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que t'es fan de lui. Alors, ce qui s'est passé avec Jul, même moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. En gros, quand j'avais tourné une vidéo avec Thibaut InShape il y a 3 ans bientôt, et du coup vu que voilà, c'était j'avais à ce moment-là une prothèse que j'allais pas tarder à jeter. Du coup, souvent avec mes amis, voilà, on prend le marqueur, on écrit des conneries dessus, parce que voilà, ça comme le plâtre, genre. Voilà, vraiment. Et du coup, j'avais marqué doré de platine dessus, donc le nom de son label. Et du coup, à la vidéo avec Thibaut InShape, il me dit c'est quoi ça? Du coup, je lui dis voilà, écoute, c'est Jul, machin, parce qu'en plus j'avais pris les places pour son concert et tout, donc j'étais contente. Et du coup, voilà, il poste la vidéo, tout se passe très bien et tout. Et puis ça monte un petit peu. Et puis du coup, je sais plus comment vient cette idée de faire une prothèse dorée de platine. Et du coup, j'ai fait la prothèse dorée de platine. Tu vois, j'ai posté une vidéo sur Twitter en fait de ma prothèse, et j'ai dit voilà, du coup je vais Mais lui il est venu. Ouais, du coup je dis voilà, j'ai fait ma prothèse Jul et tout, je vais au concert, et du coup mon prothésiste il m'a dit ouais, par contre on n'a pas fait tout ça pour que voilà, il y a rien derrière et tout, j'espère que tu vas le voir et tout. Donc voilà, il me répond sur Twitter. Mais ton prothésiste il est cool, hein, il te suit dans tes délires.
Ouais, franchement, non, il était pas très fan de Jul. Même lui-même est amputé, du coup, il a aussi des prothèses, voilà, assez personnelles, assez stylées. Mais du coup, ouais, le tweet a fait 20 000 retweets. Il a dit oui, je vais te dédicacer et tout. Donc bref, là, le concert et tout, j'y vais, machin, c'est bien et tout. À la fin, il chante la dernière chanson. Tu vois, on savait que c'était la chanson de la fin. Et du coup, tu sais, moi, je suis sur l'adrénaline et tout, je prends mes affaires, je commence à partir, tu vois. Et là, il dit, ouais, il y a juste un truc que j'ai oublié. Et là, tu sais, ma tête, elle a fait. J'ai pété un plomb. Et du coup, il dit, oui, il y a quelqu'un sur Twitter qui a fait une prothèse d'oreille platine. Donc là, comment te dire, franchement, on m'a entendu hurler dans toute la salle. Et puis en plus, j'avais croisé gavé d'abonnés et tout. Donc, tu sais, il y avait plein de gens dans la salle. Les gens criaient mon prénom. J'étais choquée, tu vois. Pour moi, il y avait une salle de 10 000 personnes et tout. Enfin, la salle, elle tremblait. C'était incroyable. Et du coup, après, je suis allée. Je me suis fait escorter, tu vois, dans tout le couloir de l'aréna et tout pour aller dans les loges. Et puis franchement, il a été super gentil, tu vois. Il a pris quand même du temps et tout pour parler de tout ça. C'était pas comme certains artistes, tu vois, qui vont voir des enfants à l'hôpital pour faire genre, tu vois. Il avait vraiment mis tout son cœur et tout. Puis tu sais, je pense que voilà, il était content aussi, tu sais, de voir que voilà, dans son public, il y avait aussi des gens qui allaient jusqu'au point de faire une prothèse. Il y a des gens qui m'ont dit, t'as une partie de lui avec toi tous les jours. Des gens qui m'ont dit c'était complètement fou et c'est complètement abusé, mais tu sais, pour moi, c'était une période, quoi. C'est comme là, tu l'as plus cette prothèse là. Elle est au placard. Et la chose la plus dure en fait dans cette amputation, c'est les douleurs fantômes. Ouais. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Les douleurs fantômes, en fait, c'est lorsque tu te fais amputer. Donc voilà, les muscles, l'os va être coupé, mais forcément les nerfs vont vivre une espèce d'anarchie. Et donc pour notre proprioception, la conception qu'on a de notre corps, c'est totalement incompréhensible. Du coup, le corps va un petit peu péter un plomb et envoyer des signaux en fait à la jambe. Donc moi, ça se traduit plus par des décharges, mais tu les reçois à quel niveau, les décharges ? Un peu partout, c'est-à-dire que je peux sentir un orteil ici, là je peux sentir un orteil ici, ça n'a vraiment aucun sens, c'est-à-dire que parfois je vais contracter mon membre résiduel et sentir principalement le pouce de mon pied droit. Et autant parfois je vais sentir vraiment mon os comme juste avant mon amputation, a vraiment une sensation d'os qui me brûle. Et c'est hyper frustrant parce que d'un côté tu sais même pas trop, on va dire, où t'as mal, tu sais pas trop. T'arrives pas à matérialiser. Ouais, c'est ça, tu sais pas comment ressentir le truc, tu sais pas justement comment l'extérioriser et tu sais encore moins comment le soigner parce que même s'il y a des médicaments. Et ça se calme pas ça avec les années ? Ça se calme avec les années, mais c'est vrai que j'en ai jamais eu zéro, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui en ont un petit peu par période et qui en général en ont pas. Non, j'en ai tout le temps, moi. Toute la journée ? Ouais. Mais du coup, je m'en rends même plus compte. Pour moi, c'est comme cligner des yeux, mais c'est-à-dire que parfois, quand je marche, je vais sentir que ah ouais, là, vas-y, j'ai forcé sur mon pied. Vraiment, j'ai mal au pied. T'avais aussi constaté que quand tu voyages, je crois en Espagne notamment, le regard aussi des autres est... Enfin, il n'y a pas de regard en fait. Tu sens moins la différence quand tu es à l'étranger qu'en France. Ouais, un truc qui m'avait marqué, c'était, mais il y avait 2 petites filles, mais elles avaient quoi, 4 et 8 ans. Et du coup, la plus petite me regarde, pas méchamment, mais voilà, comme un enfant qui a jamais vu ça, quoi. Et sa sœur qui était à peine plus grande, genre, elle lui a fait non, ça se fait pas, genre, viens. Alors que moi, en France, c'est des adultes de 30 ans qui me pointent du doigt, qui font ouais, t'as vu et tout, ouais, regarde et tout, qui sont pas discrets. Donc ouais, ça m'a vraiment choquée et c'est pour ça aussi que je veux vraiment faire un travail de sensibilisation, de parler de tout ça parce que finalement pour en parler même avec des touristes, c'est vrai que là-bas ceux qui regardent mal, que ce soit dans des clubs, que ce soit des homosexuels, des handicapés, c'est les Français, quoi, parce qu'on est très sur la réserve, Pourquoi on est comme ça alors ? Je sais pas sur quoi ça joue. Toi, on t'a beaucoup catalogué dans un mouvement de body positive, d'acceptation de son corps, etc. Mais en ce moment, t'es un petit peu, pas en désaccord, mais tu t'y reconnais plus. Ouais, c'est-à-dire que j'utilise toujours le hashtag sous certaines photos, parce que finalement, si on prend le mouvement au pied de la lettre, c'est vrai que voilà, c'est juste acceptation, c'est juste du partage, c'est juste l'amour propre, et voilà, c'est juste répandre de l'amour. Donc je l'utilise encore. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, c'est devenu un peu n'importe quoi. Non pas parce que... je vais pas parler de légitimité, parce que finalement, c'est pas parce que t'es dans les standards que que t'as pas le droit d'en parler. T'as pas le droit d'en parler. Mais je trouve qu'en faire son fonds de commerce lorsque ça te concerne finalement pas, c'est un petit peu ça qui me dérange.
un peu, tu sais, c'est un peu comme toutes les causes quand les gens, on va dire, se saisissent d'un truc qui les concerne pas. Je trouve que c'est trop la mode et que c'est... Ouais, c'est ça, parce que finalement, quand tu vas parler body positive tous les jours, et juste faire une vidéo normale de toi et dire oh, regardez, j'ai un bouton, et faire 3 stories pour parler de ton bouton, ben justement, ça va être encore pire. Parce que toi, tu vas bloquer sur le fait que t'en as un. Mais celle qui a de l'acné sévère, tu vois, elle va te regarder, elle va dire bah là, si elle fait tout un truc pour dire acceptez votre bouton, moi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je représente. Mais tu te désolidarises pas du mouvement. Ah non, bah non, parce que tu voudrais juste qu'il soit mieux incarné. C'est ça. Nous, on a l'habitude de terminer l'interview avec 3 questions. Ouais. Ta définition de la beauté? Je dirais que avant d'être un état, c'est un sentiment. C'est-à-dire que, justement, vu que moi, j'ai longtemps été à l'hôpital et tout, ça m'est déjà arrivé quand j'étais avec des amis, on était sur un banc au soleil, vraiment rien d'exceptionnel, et bien en fait, j'allais être là et dire mais vous voyez à quel point la vie elle est belle, à quel point c'est exceptionnel, il y a du soleil, c'était là en mode ouais, c'est sympa quoi. Et moi du coup j'avais trouvé ça vraiment fabuleux, donc c'est vraiment ça qui fait que je vois de la beauté, de l'amour partout. Donc finalement la beauté c'est l'amour et l'amour c'est la beauté, l'amour est partout et la beauté elle est là où on décide de la voir aussi. Donc pour moi c'est plus intérieur qu'extérieur. Ta définition des complexes? Ah, ma définition des complexes. C'est vrai que le mot complexe c'est un mot qui est beaucoup utilisé à tort et à travers, c'est-à-dire que maintenant il y a des gens qui déjà vont avoir des complexes made in Instagram juste à cause des filtres, etc. Et dès le moment où tu vas pas aimer quelque chose, tu vas dire ah non, ça me complexe. Alors que pour moi un complexe c'est vraiment quelque chose de toi-même, c'est-à-dire que par exemple toutes les personnes qui je sais pas ont les dents du bonheur, si tout le monde avait les dents du bonheur, bah ça dérangerait personne. Donc pour moi le complexe c'est vraiment quelque chose de personnel qui fait que tu te renfermes sur toi, que tu es obnubilé par ça et non pas parce que entre guillemets on t'a fait la réflexion. Donc certes il y a des complexes réels qui naissent à cause des autres. Moi, par exemple, lorsque j'avais pas encore eu ma chirurgie réparatrice, on aurait pu me mettre toute seule sur une île déserte. Je me serais pas mise nue dans le sable pour autant, parce que je pouvais à peine me regarder dans le miroir. C'était avec toi-même. Ouais, quand je me lavais, je touchais pas cette partie. Donc voilà, pour moi, un complexe, c'est pareil, c'est avant tout mental. C'est quelque chose qui est un peu névrosé dans ton cœur, qui fait que tu te renfermes. Comment on dit fuck au complexe? Alors, soit on décide de les accepter, de faire un travail sur soi pour ce qui est possible, et les complexes intérieurs comme extérieurs. Par exemple, j'étais très complexée par ma mentalité, mon intelligence scolaire, entre guillemets, pendant des années. Et en faisant du développement personnel, je pense que ça peut avancer. Donc voilà, soit on accepte, soit on change les choses, on fait bouger les choses dans les règles de l'art, on va dire, sans abus. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Nélia. Vous pouvez la retrouver sur Instagram @NéliaKessiri pour une vraie leçon de positivisme quotidienne.